Bonjour, nous répondons à l'invitation du Servida Dunedin dans le cadre du premier colloque scientifique international organisé par cette structure sous la thématique principale, avec pour thématique principale autant pour moi, durabilité urbaine, quel rôle pour les universités africaines. J'ai bénéficié de la lecture du professeur Tia Moïse Boukpessi dans la rédaction de ce projet d'article. La thématique sur laquelle nous allons vous entretenir porte sur l'urbanisation, architecture et développement urbain durable, un modèle d'écoquartier à Ngon. Je suis Stéphane Diomo, étudiant en master recherche dans le laboratoire d'architecture et développement urbain de l'IAMO, avec pour lecteur le professeur titulaire professeur Tia Boukpessi, professeur titulaire, laboratoire de recherche biogéographique et d'études environnementales de l'Université de Lomé. Le contenu est un peu axé sur les recommandations du CAMES, avec pour premier point le contexte, la problématique, la question principale, avec ses questions subsidiaires également, l'objectif et les outils secondaires également, les hypothèses, la définition des concepts, la revue de la littérature, la méthodologie de recherche, les résultats, la discussion et les références. Alors en termes de contexte, il faut dire que la localité de Ngon est située dans la région du Nord Cameroun, à 40 km de la ville de Garoua. Elle est située précisément entre les longitudes 12 et 13 de Est et les latitudes 9 et 10 Nord. La ville de Ngon est particulièrement, en ce qui concerne cette ville-là, elle connaît une dynamique d'urbanisation marquée par une croissance démographique rapide et une transformation de l'espace bâti. Toutefois, cette urbanisation reste majoritairement non planifiée avec des habitats spontanés, une faible couverture en services urbains et une dégradation de l'environnement local, à savoir en termes de déforestation, en termes d'érosion, en termes de gestion non durable de l'eau, etc. C'est donc dans ce contexte global de changement climatique et de quête d'un développement urbain plus résilient, le concept d'écoquartier apparaît comme une réponse innovante permettant d'intégrer les exigences écologiques, sociales et économiques à l'échelle d'un quartier. Ce projet vise à étudier la faisabilité de nos écoquartiers dans le contexte sahélien comme celui de Ngon. Évidemment, face à une telle problématique, une question principale se lève, celle de savoir comment concevoir et implanter un modèle d'écoquartier en Ngon qui réponde aux exigences du développement urbain durable dans un contexte sahélien marqué par la précarité des ressources, la croissance démographique et l'urbanisation spontanée. De cette question principale découlent d'autres questions subsidiaires ou secondaires, à savoir quel est le caractère du tissu urbain de la localité de Ngon, quelles sont les contraintes pouvant entraver la mise ou l'implémentation d'un tel projet, quelles sont les composantes d'un écoquartier, quel est le schéma directeur, quel schéma directeur est le mieux adapté dans un tel contexte. Alors, pour répondre à ces questions, c'est fixer des objectifs. Le premier, l'objectif global est de proposer un modèle d'écoquartier adapté à la commune de Ngon, intégrant les dimensions de l'urbanisation durable, de l'architecture bioclimatique et de la participation communautaire. De ces objectifs globaux découlent des objectifs spécifiques tels que le premier, analyser les dynamiques d'urbanisation et les caractéristiques du tissu urbain de Ngon. 2. Identifier les contraintes et opportunités pour la mise en œuvre d'un écoquartier. 3. Définir les composantes techniques, sociales et environnementales d'un écoquartier sahélien. 4. Élaborer un schéma directeur de planification d'un écoquartier à Ngon. Ngon. Alors, pour atteindre cet objectif, il a fallu se poser la question de savoir comment implanter. Excusez, je pense que c'est plutôt la diapositive
Voilà, alors, pour atteindre cet objectif, il a donc fallu se fixer des hypothèses. L'hypothèse principale est la proposition d'un modèle d'écoquartier adapté à la commune de Ngong, intégrant les dimensions de l'urbanisation durable, de l'architecture bioclimatique et de la participation communautaire. De cette hypothèse générale découlent d'autres hypothèses. L'urbanisation actuelle de Ngong n'intègre pas les principes, autant pour moi, du développement durable, de l'adaptation du modèle d'écoquartier au contexte climatique, socio-économique et culturel local permettrait d'améliorer les conditions de vie des habitants. Et enfin, l'écoquartier peut devenir un levier pour la planification participative, la collaboration, la cohésion sociale et la résilience urbaine à Ngong. Quelques concepts. Alors là, il a fallu faire le tour des différentes littératures qui abordent la même thématique. Il faut dire, pour le reconnaître, qu'il y en avait très peu qui abordaient cette thématique dans le cadre sur le plan de l'urbanisation ou encore de l'architecture. Donc, nous avons donc arrêté quelques concepts de par le contexte littéraire dans le champ de la littérature pour aboutir à des définitions spécifiques propres à notre article. Donc, on a donc adopté l'urbanisation principalement dans le cadre en Afrique subsaharienne et le développement durable. Le concept aussi d'écoquartier qui est en fait un quartier écologique qui remplira évidemment toutes les fonctions d'un milieu urbain. Nous avons aussi la gestion de l'eau dans le cadre, en termes de la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie en zone sahélienne, parce que là, c'est une zone qui fait vraiment, qui en souffre tellement. Nous avons la participation communautaire dans la planification urbaine et puis quelques études de cas, c'est ce qu'on a pu trouver en termes dans le cas par exemple des écoquartiers en Afrique du Nord, en Europe, en Afrique de l'Ouest également. En termes de revue de la littérature, dans la littérature, nous sommes attelés plutôt à faire une analyse critique de la littérature sur les thématiques spécifiques ci-dessous, afin de dégager la plus-value de cette recherche. Nous avons donc, entre autres documents à consulter, nous avons retenu principalement 6 qui ont attiré notre attention fortement. L'urbanisation, dans le cas par exemple dans les champs par exemple de l'urbanisation en Afrique subsaharienne, et le développement durable, le concept d'écoquartier, notamment en termes de définition, principes et puis modèles, qui est abordé dans plusieurs documents sous un autre aspect. Nous restons dans le cadre du côté écologique, dans le sens où le quartier qui sera en fait je vais dire, un projet pilote, va devoir avoir 0 déchet à rejeter dans la nature. Donc l'écoquartier, c'est la terminologie, même le sens même que nous donnons au concept d'écoquartier. L'architecture également, principalement l'architecture bioclimatique et surtout les matériaux locaux, parce qu'il y en a. Dans le quartier de Ngong par exemple, nous avons assez du sable, nous avons des moellons disponibles. Nous avons aussi, dans le cadre de la gestion durable de l'eau, des déchets et l'énergie en zone sahélienne. La participation communautaire aussi dans la planification urbaine, parce que cela est une démarche inclusive qui permet de prendre en compte beaucoup des aspérités autant sur le plan culturel que social et même sur le plan politique également. Et enfin, des études de cas des écoquartiers, notamment en Afrique du Nord, d'où je reviens justement, en Europe et en Afrique de l'Ouest. Alors, slide. Bien, alors, pour ce qui est de la méthodologie, nous avons abordé cette partie sur plusieurs approches. La première approche méthodologique consistait à effectuer une approche, je vais dire, qualitative et participative, complétée par des outils de planification spatiale et d'analyse territoriale. Nous avons également utilisé comme outil pour cela des enquêtes de terrain à travers des entretiens semi-définitifs auprès des habitants, des autorités locales, des urbanistes également. Nous avons aussi eu recours à une cartographie participative sur le plan une cartographie participative, à savoir qui nous a permis d'effectuer l'identification des espaces à fort potentiel
Vous allez voir que sur le côté droit, vous avez une espèce de concrétisation, n'est-ce pas, que nous avons utilisé pour pouvoir faire un certain maillage afin de pouvoir nous rassurer que toutes les zones avaient été couvertes pour identifier d'abord des protocoles d'entretien ou des questionnaires pilotes, dans des zones pilotes, pour tester d'abord la qualité, le contenu de nos questionnaires, la validation de ces questionnaires-là, avant de nous déporter maintenant sur la zone d'étude effectivement pour pouvoir recueillir ou collecter des informations qui devaient permettre d'aboutir à des résultats que nous allons vous présenter dans la suite. Donc, la photographie aussi a été utilisée et des relevés architecturaux que vous allez pouvoir découvrir dans les résultats et dans les diapositives qui suivent. L'analyse, à savoir notamment en parlant du système d'information géographique SIC, à savoir les cartographies des zones urbaines, les contraintes naturelles, les réseaux, que nous allons aussi retrouver dans la partie résultats tout à l'heure, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, sous leur forme graphique. Des ateliers participatifs, nous parlions tout à l'heure du test des zones pilotes et consorts pour une approche inclusive, des ateliers participatifs, la co-construction du projet d'éco-quartier avec les habitants. Et enfin, la population cible a été bien arrêtée en termes de ménages résidents en Ngom, des autorités municipales, notamment le maire, et puis des services techniques déconcentrés, à savoir le MINDU et plein d'autres démembrements de l'administration. Il faut aussi dire que la méthodologie a été précédée par une recherche de la littérature qui nous a permis d'identifier certains points clés qui devaient meubler ou soutenir un peu nos différents questionnaires, mais il faut reconnaître cependant que pendant la phase d'étude ou de collecte des données, nous avons été confrontés dans ce cas d'espèce spécifiquement à un contexte pré- et post-électoral qui n'a pas permis évidemment de satisfaire une grande partie, ce qui nous semble limiter un échantillon d'environ 6 personnes sur une aire de 5 km² à peu près, avec une équipe quand même assez circonstancielle des enquêteurs qui étaient vraiment repartis dans les différents, sur la base du maillage que vous pouvez percevoir dans la diapositive qui vous est présentée. En termes de résultats, il faut noter que nous notons que le diagnostic urbain et environnemental de Ngom a été effectué. La cartographie des zones prioritaires pour l'implantation d'un écoquartier a aussi été obtenue. Les fiches techniques d'un modèle d'écoquartier adapté au contexte sahélien a été obtenu. D'ailleurs, voilà un exemple devant vous qui a fait l'objet d'une présentation lors d'un PFE à Liamo, je crois que c'était en 2021. Nous avons également eu la proposition d'un plan d'aménagement participatif d'un écoquartier en Ngom qui est dans le cadre d'espèces un projet pilote et pourra donc permettre, le cas échéant, à dupliquer dans l'ensemble de la commune de Ngom. Et enfin, quelques recommandations de politique publique pour intégrer l'écoquartier dans la planification locale. Sur le plan, nos résultats, il faut le dire, ont été présentés sous, je crois, à peu près 4-5 parties. Laissez-moi vérifier. Voilà, en 4, regroupés en 4. Nous avons d'abord les résultats scientifiques et techniques dans le cadre desquels les résultats, autant pour moi, scientifiques et techniques, dans le cadre duquel nous faisons allusion au diagnostic approfondi de la dynamique d'urbanisation en Ngom, incluant les problématiques environnementales, sociales et spatiales. Un modèle conceptuel d'écoquartier sahélien intégrant les principes de l'architecture bioclimatique, en l'occurrence, la gestion durable des ressources, la participation citoyenne et la résilience climatique. Une typologie architecturale adaptée fondée sur d'abord l'utilisation des matériaux locaux, la terre cuite, la terre crue, la latérite, le bambou, pas vraiment, ça donne là-dessus, les techniques de construction écologique et de solutions passives de ventilation. Je marque un temps d'arrêt à ce niveau pour dire que dans le Nord Cameroun, une des techniques qui a été vraiment utilisée et qui a vraiment porté ses fruits, c'est celle de la fraction où les auvents qu'on mettait, les brises solaires qui empêchaient aux rayons solaires d'être en contact direct avec la vitre
afin de ne pas avoir un effet de réverbération dans le local. Donc, nous avons donc prévu des brises solaires sur les différents, je vais dire au-dessus de chaque ouverture vitrée, qui permettrait non seulement de bénéficier de l'esthétique procurée par le vitrage, de bénéficier d'un meilleur éclairage, notamment l'éclairage dur, d'où une économie suffisante en termes d'énergie dans la journée, parce qu'un bâtiment bien conçu devrait, en principe, dans la partie sahélienne de notre pays ou de l'Afrique en général, ne pas avoir à être éclairé artificiellement de façon dure, c'est-à-dire en journée. Donc, dans le cas d'espèce, nous avons pu, justement, dans le cadre de ces travaux-là, démontrer et sensibiliser sur la nécessité de pouvoir utiliser le vitrage, mais avec des prises solaires, de façon à sorte que les rayons solaires ne frappent pas directement sur le vitrage, afin de contribuer à un apport de chaleur dans le local, ce qui devrait avoir pour conséquence directe les factures d'électricité exponentielles, parce qu'il faudra de la climatisation à très haute puissance. Donc voilà, nous avons aussi la cartographie participative des zones à fort potentiel pour l'implantation de l'écoquartier dans la commune de Ngong, un schéma d'aménagement ou encore un plan directeur pour un quartier pilote durable dont j'en parlais tout à l'heure. Deuxième groupe de résultats, il s'agit là des résultats sociaux dans lesquels nous avons noté le renforcement, nous pouvons noter le renforcement de la participation communautaire dans la planification urbaine à travers des ateliers, enquêtes et co-conception des espaces, l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines, axe notamment l'accès à l'eau, la gestion des déchets, l'énergie propre, la sécurité environnementale, la valorisation du patrimoine local, c'est-à-dire l'architecture traditionnelle, à ne pas confondre avec un déficit, une médiocrité. Je ne voudrais pas qu'on confonde la médiocrité architecturale à l'architecture traditionnelle, qui est là pour valoriser un savoir-faire local, hein, la culture aussi constitutive la constitutive locale. Comme résultat sur le plan environnemental, nous allons citer la réduction de l'empreinte écologique, qui est l'un des objectifs, n'est-ce pas, de notre travail, l'empreinte écologique de l'urbanisation grâce à l'utilisation des énergies renouvelables, la récupération des eaux de pluie et la préservation des espaces verts. Je m'arrête un peu là parce que c'est un point assez passionnant. L'utilisation des énergies renouvelables, nous avons tout de suite là le soleil. Vous avez suffisamment de soleil pendant le jour et qui va de 6 heures jusqu'à pratiquement 18 heures. Donc, cette ressource naturelle, renouvelable en plus, et non polluante, nous permet d'avoir des économies substantielles en termes de consommation énergique, notamment d'électricité, parce que justement, en journée, on n'a pas besoin d'un éclairage artificiel dans une zone où on souffre de délestages récurrents. Et la nuit, cette énergie captée par les rayons, les panneaux solaires et accumulée dans des batteries permet dans la nuit de bénéficier d'un éclairage cette fois-ci artificiel, mais je dirais non polluant. Nous allons continuer avec la mise en place des dispositifs de gestion des déchets solides, liquides, notamment les toilettes sèches, les tri sélectifs, les compostages. Et je m'arrête encore là. Les déchets ici sont utilisés d'abord pour le compostage, mais bien avant pour le biogaz. Dans le cadre de notre écoquartier, nous avons des mini-stations de production du biogaz qui ne se servent que des déchets issus d'abord des habitations, mais également des points, des champs zootechniques, c'est-à-dire d'élevage de pollution animale et aussi des pôles de transformation. Donc, ces déchets-là sont rassemblés, fermentés, et par des processus que nous n'allons pas détailler, qui seront d'ailleurs détaillés dans le cadre d'un autre projet scientifique, n'est-ce pas, nous permettent d'avoir du biogaz. Donc, dans cette zone-là, au lieu que les populations aient recours au bois de chauffage, qui va participer au feu de brousse et consorts, donc des risques que nous n'avons pas évoqués ici, aura donc plutôt à se servir, à juste bénéficier de la production issue du recyclage des déchets en biogaz, et les résidus
après ce processus, vont tout de suite être réorientés vers le pôle phytotechnique, c'est-à-dire le pôle de production végétale, pour justement être utilisés comme des composts, c'est-à-dire de l'engrais bio-organique. Nous avons enfin la reforestation urbaine et la lutte contre la dégradation des sols par la végétalisation de l'espace urbain. Et dernier groupe de résultats sur le plan économique avec la création de filières locales autour des matériaux biosourcés et de la construction écologique. J'entends par là la terre, brique, la latérite, le bois local. La réduction des coûts énergétiques pour les ménages via l'efficacité énergétique des bâtiments et enfin la stimulation de l'énergie de l'économie locale par l'artisanat, l'emploi vert et les petites entreprises liées aux technologies propres. Slide, là, voilà. Alors vous avez, nous sommes là en présence, n'est-ce pas, d'une carte qui nous montre un peu les éléments qui pourraient aider les architectes, aussi bien les architectes que les urbanistes, à une meilleure planification. Et là, on vous fait observer rapidement que il ne sera pas question, comme cela a souvent été le cas, d'implanter les bâtiments selon la route, non, mais plutôt en prenant en compte le parcours du soleil, en prenant en compte la direction du vent dominant, en prenant en compte la direction la plus dominante, les pentes, pour pouvoir assurer ventilation, éclairage diurne et consort. Une autre carte aussi, en termes de résultats toujours, vous nous donne ici les pentes qui vont permettre de savoir à quel niveau, parce que l'idée ici, c'est de ne rien rejeter dans la nature, ce qui fait que cette carte va nous permettre, avec les topographes, les ingénieurs comme urbanistes et les architectes également, à assurer une canalisation des eaux de façon à collecter, de façon à ce que tous les eaux de pluie soient regroupées dans un réservoir qui pourrait être ensuite utilisé comme matière première pour une station de recyclage et donc d'épuration et après donc de pompage dans les différents réseaux. Pourquoi? Pas pour boire, pour les travaux par exemple de lavage des voitures, les travaux par exemple d'arrosage, d'entretien des espaces verts, les travaux par exemple, bref, au moins pour ce qui serait de la laverie, ce qui serait par exemple de l'entretien, ce qui serait par exemple de l'irrigation, ce qui serait par exemple de l'arrosage des potagers par exemple. Vous voyez, l'idée c'est de ne rien jeter dans la nature comme étant un déchet, d'où le mot écoquartier. Alors, vous avez une vue du résultat, l'objectif qu'on voulait atteindre par exemple. Vous avez là un exemple clair, cette fois-ci, d'écoquartier. Vous pouvez avoir, au départ, vous avez un bâtiment administratif pour la gestion. Vous avez ensuite un pôle phytotechnique pour la production végétale. Vous avez également un pôle d'abord un pôle phytotechnique pour la production végétale, disais-je. Ensuite, un pôle zootechnique pour la production animale, puis un pôle de transformation avec une zone d'habitat concerté, ce qu'on appelle chez nous la ZAC, une zone d'habitat concerté. L'idée ici, c'est que les déchets produits issus du pôle phytotechnique, voyez-vous, sont envoyés pour l'alimentation du bétail au niveau du pôle zootechnique, dans le cadre de la production végétale, animale autant pour moi, parce qu'il faut bien comprendre, que phytotechnique parle de la production végétale, alors que zootechnique parle de la production animale. Vous allez bien voir le cycle. Donc, après les récoltes dans le pôle phytotechnique de la production végétale, les déchets, les résidus sont envoyés dans le pôle zootechnique pour la production animale, et du pôle zootechnique, les déchets à ce niveau-là sont renvoyés au niveau d'abord de la zone d'habitat concertée pour la production du biogaz, y compris les déchets issus des fosses septiques. Puis, partant de là, les mêmes déchets, les résidus après la production du biogaz au niveau de la zone d'habitation, ce qu'on appelle la zone d'habitat concerté, la ZAC, sont renvoyés au niveau du pôle phytotechnique. Pourquoi? Pour être utilisés comme l'engrais organique ou encore du compost. Cependant, au niveau du pôle zootechnique, les productions de ce pôle-là sont envoyées au pôle transformation
pour soit la production du lait, soit la production de la viande, soit la production du cuir, soit la production du fromage, tout ce qui est produit dérivé, en même temps, parallèlement avec la récolte issue du pôle phytotechnique qui est envoyée au niveau également du pôle transformation pour la transformation en produits finis tels que la pâte à tartiner à base d'arachide, tels que la farine du maïs, la farine du mil, c'est pas comment ça s'appelle dans les autres pays, farine du mil, bref, des céréales qui sont transformées en farine, très nutritive pour les enfants, très nutritif également pour les diabétiques. Les médecins ne me démentiront pas là-dessus. Donc, vous avez donc compris que cet exemple d'écoquartier, qui est en fait un exemple, un projet pilote, va permettre d'illustrer la nécessité d'avoir des quartiers propres, c'est-à-dire des unités qui remplissent toutes les fonctions de l'urbanisation dans une aire géographique bien délimitée, bien définie, mais qui ne participent pas négativement à la pollution de l'environnement, bien au contraire, qui participent au bien-être de ses habitants. Vous avez aussi là un plan, une carte de l'assainissement qui, elle, est issue de celle que nous avons tout à l'heure sur la topographie du site, qui montre bien que au niveau de la partie en bleu, c'est bien de l'eau potable qui est bien issue du recyclage des eaux de pluie. Une autre partie de cette eau-là aussi est utilisée plutôt comme recyclage, plutôt pour des boues, pour la production de l'eau d'arrosage pour les plantes au niveau du pôle pour les plantes au niveau du pôle phytotechnique également, pour également la production du biogaz aussi à l'intérieur des maisons, et le résidu encore, il est jeté en fait, le résidu est encore retourné comme en compost au niveau du pôle phytotechnique, qui reçoit également des résidus venant aussi du pôle zootechnique, c'est-à-dire les excréta des animaux. Donc vous voyez bien que là nous avons une belle carte qui montre bien le circuit des lampadaires solaires. On n'a pas besoin d'électricité artificielle ici, qui montre bien les bouches d'incendie qui sont également alimentées par ce recyclage de l'eau, qui montre bien le circuit d'électricité qui dépend encore des lampes solaires, qui montre bien le circuit des eaux de pluie qui sont entièrement canalisées vers un point bas, et qui montre enfin le circuit d'alimentation, d'approvisionnement en biogaz qui sert à faire tourner non seulement les cuisinières dans les ménages, mais également les machines au niveau du pôle de transformation. Donc, voilà un exemple clair de l'assainissement qui démontre que l'écoquartier, dans le cas d'espèce, a été pensé exactement comme un quartier, en français facile, écologique, c'est-à-dire non polluant. Discussion, vous savez, d'autres auteurs ont parlé peut-être de la thématique, mais la spécificité de notre travail réside au niveau de son implication sur le plan scientifique, sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique. Ce travail donc enrichit la réflexion sur l'urbanisme durable en Afrique subsaharienne en adoptant un concept global aux réalités locales. Il ouvre une voie à de futures recherches sur la résilience urbaine en milieu semi-aride et contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif, les ODD 11 qui portent sur les villes durables, les ODD 13 qui portent sur l'action climatique et les ODD 6 qui portent principalement sur l'eau propre. Il va de soi que les implications sur le plan scientifique sont donc la contribution au corpus des recherches sur la ville durable en Afrique subsaharienne en intégrant spécifiquement les réalités climatiques et sociologiques des zones sahéliennes, la promotion d'un modèle contextualisé d'écoquartiers africains différent des modèles occidentaux importés, l'ouverture vers des recherches pluridisciplinaires, c'est-à-dire en architecture, en urbanisme, en géographie, en sociologie urbaine, en climatologie. Après l'implication scientifique, nous avons aussi une implication sociale qui est axée d'abord sur le renforcement de l'autonomisation des communautés locales et la gestion des territoires, la réduction des inégalités urbaines, notamment en matière d'accès aux services de base, eau, assainissement, logement,
la meilleure cohésion sociale et sentiment, la meilleure cohésion sociale et sentiment d'appartenance à travers un urbanisme participatif. Une autre implication, mais pas la dernière, l'implication environnementale, à savoir la réduction qui porte sur la réduction de l'impact écologique de la croissance urbaine dans la région du Nord Cameroun, l'expérimentation des solutions adaptées aux défis climatiques sahéliens, sécheresse, chaleur extrême, et la contribution aux objectifs de développement durable, en particulier les ODD 11 villes, nous en parlons tout à l'heure, villes durables, action climatique, eau propre, l'implication, nous n'allons pas le mentionner, l'oublier, surtout que d'ailleurs, actuellement, au moment où nous clôturons la rédaction de ce projet d'article, sous vous êtes de votre validation de ce projet d'article scientifique, on ne pouvait pas faire sans parler de l'implication politique et institutionnelle, notamment l'aide à la prise de décision communale et régionale dans la planification territoriale, l'intégration du modèle d'écoquartier dans les plans communaux de développement, les PCD, et les schémas directeurs d'aménagement urbain, l'élaboration d'outils d'aide à la décision pour les élus locaux, architectes, conseils urbanistes. Quelques recommandations se sont quand même glissées au terme de ce travail, notamment la nécessité d'institutionnaliser un programme pilote d'écoquartiers ruraux urbains dans les villes secondaires du Cameroun, comme celle de Ngong. À côté de Ngong, on a aussi Figuil, on a Guidère, on a Pitois et bien d'autres. D'initier des formations universitaires et professionnelles sur l'architecture durable et la ville verte. C'est d'ailleurs, ça tombe bien, c'est bien en phase avec la thématique du présent colloque. Vous allez peut-être comprendre aussi la surprise que nous avons aussi de ne pas pouvoir faire partie de cette école doctorale malgré la candidature, alors qu'en fait, on parle bien de là. À côté de ce caractère scientifique, on devrait aussi parler bien sûr de la professionnalisation de nos universités en faire des universités entreprises. Donc, sur l'architecture durable et la vie durable, et enfin, de développer, c'est encore une recommandation, une suggestion, développer des partenariats entre communes, bailleurs de fonds et universités pour assurer la faisabilité et la pérennisation des projets. Parce qu'on a souvent eu des maires qui sont parfois pas très bien entourés, au détriment de nos populations. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire, ce qu'on pouvait présenter à l'issue de ce sommaire. En termes de référence, bien évidemment, il y en avait pêle-mêle, mais très peu allaient dans le sens de l'urbanisation en Ngong. On a eu des documents sur la géographie, sur la sociologie, mais sur le plan urbain, sur le plan architectural, il y en avait vraiment très peu. Donc, c'était un entonnoir qui s'est refermé sur quelques documents que nous avons bien voulu citer. L'ONU Habitat 2000, la version 2013, l'édition 2013, Eco-District in Africa, Strategies for Sustainable Urban Development, le guide pratique pour les écoquartiers durables, le MINDU aussi, c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, développement urbain au Cameroun, cadre stratégique d'aménagement durable au Cameroun, le CEREMA 2021, référentiel des écoquartiers français, IAPI Daïou 2016, ville africaine et durabilité à la Matan, et puis NJOR 2009, Urban Planning and Public Health in Africa, AGAP Publishing. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre très aimable attention et au plaisir de recevoir toutes vos questions en présentiel, en ligne, comme vous le souhaitez. Je vous remercie.